Le direct de Polytech TV sur Polytech Horizon 2013 avec une nouvelle émission consacrée à l'économie circulaire, les nouveaux défis de l'économie circulaire. Voilà le thème de cette émission. Je voudrais vous lire une partie, bien sûr, de l'édito de Philippe Martin, le ministre de l'écologie, que vous pouvez trouver sur le journal de Polytech Horizon, sur effectivement cette thématique économie circulaire. Le modèle linéaire de notre économie, produire, consommer, jeter, peut et doit évoluer vers une économie plus circulaire, réduire, recycler, réutiliser, en modifiant les modes de production et de consommation. Pour cela, nous devons collectivement œuvrer à refermer le cycle de vie des produits via l'optimisation des stocks, des flux de matière, d'énergie et de déchets, l'éco-conception des produits en intégrant dès les premiers stades de production les préoccupations de durabilité, de réutilisation ou de recyclage des produits participe à cette transition. On est dans ce qu'on appelle un nouveau paradigme et pour en parler, j'ai à mes côtés Marc Dufaux qui représente le MRP, le ministère du redressement productif conduit par Arnaud Montebourg, Lydie Ougier qui est chef de service du service éco-conception et consommation durable à l'ADEME et Jean-Philippe Carpentier qui est président de Fédérec, la fédération des recycleurs et qui, depuis de nombreuses années, sa fédération et lui-même milite bien sûr pour ce qu'on appelle la matière première secondaire. Donc vous voyez qu'on est là maintenant avec l'ensemble des acteurs. D'un côté, l'ADEME qui œuvre effectivement à la promotion et accompagne différents acteurs pour mettre en œuvre cette économie circulaire. Marc Dufaux qui représente le ministère du redressement productif qui va nous dire en quoi les pouvoirs publics, ce que les pouvoirs publics attendent effectivement de cette nouvelle façon de consommer. Et puis les recycleurs qui sont au cœur du système, puisque l'idée c'est bien effectivement de ne pas jeter, mais c'est de réinjecter dans le circuit de consommation. Peut-être une première approche avec vous, Lydie Ougier, prenez votre micro, sur cette notion d'économie circulaire qui est arrivée il y a très peu de temps finalement, enfin en tout cas dans les médias et dans les discours. À l'ADEME, comment ça se traduit justement l'action que vous menez sur l'économie circulaire ? Alors, effectivement, ce concept d'économie circulaire est un concept nouveau en train d'émerger. Je dirais, on a commencé à le travailler essentiellement sous l'angle déchets, récupération, valorisation des matières. Mais aujourd'hui, je crois que l'ambition aussi de ce nouveau concept, c'est véritablement d'aller vers tout ce qui permet d'optimiser l'utilisation des ressources, tout en contribuant au développement du tissu économique local et en satisfaisant les besoins des consommateurs. Donc on est dans un système avec une boucle où il va s'agir de travailler à la fois sur une offre en produits plus respectueux de l'environnement, agir aussi pour faire connaître cette offre et la promouvoir auprès des consommateurs et pour que, au-delà de l'acte d'achat, il y ait des bonnes pratiques d'utilisation et, in fine, des bonnes pratiques pour permettre le tri et le recyclage des produits lorsqu'ils seront en fin de vie. Est-ce que quand on dit économie circulaire, on ne dit pas d'une certaine manière moins consommer de nouveaux produits ? Alors, c'est peut-être surtout consommer différemment. Et consommer différemment, c'est déjà aussi repenser le besoin. Quel est notre besoin ? Est-ce que notre besoin, c'est d'acheter un livre ou est-ce que notre besoin, c'est de lire le livre ? Et à partir de là, on voit qu'il y a un potentiel de développement pour une nouvelle économie, plus axée vers le service, plus axée vers la vente de l'usage plutôt que vers la vente d'un bien. Alors Marc Dufaux, quand on parle d'économie circulaire, on est bien sûr dans un cercle vertueux, puisque Lydie vient de le dire, c'est pas forcément d'acheter un livre qui est important, c'est de le lire. Donc s'il est dans une bibliothèque, si un ami vous le prête, c'était pas la peine d'aller l'acheter à la FNAC ou ailleurs. Donc on comprend bien le principe. Comment, du point de vue du ministère du redressement productif, cela peut permettre de créer de la richesse, de créer des emplois ? Comment on peut agréger cette grande idée à quelque chose de très concret au plan industriel et économique? Alors, vous avez effectivement dit le mot. Si j'ose dire, le ministère du redressement productif a une approche assez pragmatique et avec un objectif finalement de réalisation concrète qui relève de l'approche conceptuelle de l'économie circulaire, qui reste un objectif, soyons assez clairs. Alors,
côté ministère du redressement productif, mais on le fait en concertation évidemment avec un certain nombre d'acteurs institutionnels, dont l'ADEME bien entendu, le ministère de l'écologie. Mais on ne peut pas concevoir que l'objectif d'atteinte, en tout cas d'une économie un petit peu plus vertueuse, et sous son angle évidemment réutilisation potentielle d'un certain nombre de flux, en particulier les matières issues du traitement de déchets, on ne peut pas concevoir que l'atteinte de cet objectif se fasse sans les industriels. Je pense qu'il y a un certain nombre d'actions concrètes qui sont d'ores et déjà existantes. Monsieur Carpentier en évoquera le métier du recyclage sur un certain nombre de flux existe depuis un certain nombre d'années. Maintenant, il y a encore des enjeux qui sont posés à d'autres filières. Il y a des voies de recherche et développement à promouvoir. L'ADEME est un des acteurs qui promeut des actions en ce sens. L'approche concrète ne se réalisera que s'il y a une forte implication des industriels. Alors comment on fait? Comment on agrège? On le fait déjà depuis un petit moment au sein de différents cercles. Je citerai en particulier au sein du comité stratégique des éco-industries, le COSEI, une thématique effectivement qui réfléchit et qui propose un certain nombre d'actions qui relèvent du recyclage et de la valorisation des déchets en vue de l'objectif précité. Et d'ailleurs, symptomatiquement, ce COSEI déchets, on va dire, est présidé par une fédération professionnelle qui représente la filière du recyclage, une des fédérations professionnelles. Alors, avec eux, et c'est bien entendu eux qui ont la main, ils ont défini un certain nombre d'actions au sein d'un contrat de filière. Donc, entre eux, c'est effectivement comment travailler mieux, comment régler un certain nombre de soucis qui sont posés à la filière. Le rôle de l'État, c'est de prendre un certain nombre d'engagements pour rendre un cadre un peu plus cohérent. Le ministère du redressement productif est assez attentif à certaines actions qui peuvent être mises en œuvre d'ailleurs par d'autres ministères. J'ai un exemple en tête, on est par exemple assez attentif avec cette idée noble, j'allais dire, mais qu'on voit à long terme et de façon extrêmement progressive sur l'incorporation de matières de premières de recyclage. Pourquoi je vous dis qu'on est assez attentif? Parce que tout simplement, on a un certain nombre de remontées d'un certain nombre d'entreprises et d'acteurs industriels qui nous disent oui, on n'est pas contre dans le principe même, mais attention à la lourdeur des investissements nécessaires pour effectivement intégrer lors de la conception d'un produit des matières premières issues du traitement de déchets. Alors par exemple, à ce stade, on s'oppose assez farouchement à l'idée de taux d'incorporation, de pourcentage. On est assez attentif parce que c'est des discussions qui ont lieu aussi dans le cadre de la révision de la directive cadre déchets à Bruxelles. On tend vers. Donc je pense qu'il faut avoir une attitude, encore une fois, pragmatique, avec une logique d'action concrète. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de l'après-contrat de filière qui a été signé avec une notion de pacte entre les acteurs industriels. Tout l'enjeu maintenant, c'est de concrétiser sur le terrain et voir effectivement si on doit le faire plutôt à une échelle territoriale ou effectivement l'économie circulaire. Vous avez noté comme moi que il y a eu quelques propositions de définition, mais il n'y a pas une définition arrêtée, normalisée, etc. Donc la conception de l'échelle géographique et ce fameux principe de proximité, nous par exemple sur ce sujet-là, on dit pourquoi pas, dès lors qu'effectivement tout le monde tire un avantage, et à commencer évidemment par les entreprises. Alors c'est effectivement la nouvelle France industrielle dont a parlé François Hollande lors de la conférence environnementale de septembre. On sait que près de la moitié des 34 plans industriels concernent des éco-industries ou des éco-activités, donc on est plutôt bien parti, parce qu'effectivement, il y a un fort potentiel. Je voudrais demander à Jean-Philippe Carpentier, le président de Fédérec, ce qu'il pense finalement de cette notion d'économie circulaire. J'ai envie de dire, l'économie circulaire pour les recycleurs, c'est pas quelque chose de très nouveau. Alors, c'est un concept nouveau sur une idée très ancienne, effectivement. Mais on a mis des mots sur quelque chose qui existait déjà naturellement. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe réellement, c'est que on mange de plus en plus vite notre capital écologique. C'est-à-dire que cette année, on avait fin août fini de manger notre capital de l'année 2013. Il y a 5 ans, on avait fait ça au 20 octobre. Il y a 10 ans, on avait fait ça au 1er novembre. Donc le rythme s'accélère et donc naturellement,
les richesses naturelles, les ressources naturelles deviennent de plus en plus rares, deviennent de plus en plus chères et difficiles d'accès. Et donc l'industrie va se tourner vers d'autres sources. Les nouvelles matières premières en sont. Et donc ce concept d'économie circulaire vient simplement d'un besoin réel. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiet sur l'incorporation à terme de matières recyclées dans les produits, parce que ça va être une nécessité. Ça va s'imposer parce qu'il n'y aura pas de ressources naturelles suffisantes pour créer ces produits. Maintenant, quand on parle d'économie circulaire, c'est un ensemble. Comme vous dites tout à l'heure, l'industrie du recyclage est au centre de l'économie circulaire. Je ne partage pas complètement ce point de vue. On est un des maillons. Un maillon important, certes, mais on n'est pas au centre de l'économie circulaire. S'il n'y a pas de l'éco-conception sur les produits en amont par les metteurs sur le marché, s'il n'y a pas le geste du citoyen qui va bien trier son produit, s'il n'y a pas les collectivités qui accompagnent ce citoyen dans ce geste de citoyen, s'il n'y a pas les centres de tri, s'il n'y a pas les recycleurs, et si derrière il n'y a pas des industries françaises qui acceptent de reprendre ces produits pour refaire de nouveaux produits, il n'y a pas d'économie circulaire. Donc nous ne sommes pas au centre, nous sommes un maillon, et ce maillon est important, mais il faut oublier tous les autres maillons de cette économie circulaire. Et vous avez raison de me reprendre sur justement cette espèce on sent sur le début du débat, et vous le disiez, des questionnements qui se passent sur la réinjection de matières secondaires, enfin matières premières secondaires dans la production. C'est quoi? C'est un problème réglementaire, un problème sanitaire, un problème Est-ce que c'est pas encore un problème à la française? C'est-à-dire on se pose des questions là où il n'y en a pas. Et on parlera après d'éco-conception et on essaiera d'aller un petit peu dans la boucle. J'allais dire, il peut y avoir bien entendu des aspects réglementaires. Au nom du choc de simplification, concrètement, la traduction de la simplification qui pourrait être attendue, c'est effectivement de regarder de près avec, encore une fois, en concertation, quels aspects réglementaires peuvent constituer effectivement d'éventuelles contraintes pour un développement attendu finalement par tous dans cet objectif d'économie circulaire. Alors on a mis en place à travers effectivement la modernisation de l'action publique des choses très très concrètes pour le coup où un certain nombre d'entités peuvent saisir l'État pour faire remonter un certain nombre de contraintes vécues sur le terrain quand il s'agit effectivement de faire mieux en matière d'économie circulaire. Sur le point spécifique de l'incorporation de matières premières de recyclage, effectivement, là, c'est l'attention que l'on porte, c'est de savoir si elle se traduira ou non, et si oui, comment, dans les textes réglementaires. Donc au niveau de la directive cadre déchets demain, et évidemment la transposition dans les décrets au niveau national. Après, vous dire que la France a une propension à aller plus loin ou moins loin qu'un certain nombre de directives qui nous sont proposées par Bruxelles, je ne parlerai pas véritablement de mal français, dans la mesure où je constate, et c'est un peu mon quotidien, au sein du ministère du redressement productif, quand je vous dis concertation, c'est-à-dire que les rencontres se font en particulier avec l'ADEME, le ministère de l'écologie, pour essayer de bien comprendre qu'est-ce qui peut effectivement faire avancer, plutôt dans une logique à moyen terme. Il y a la notion de progression derrière, mais pas effectivement légiférer de façon relativement brutale et qui peut être encore une fois encore pénalisante. Alors Lydie Augier, Jean-Philippe Carpentier a parfaitement posé le débat. Il a dit c'est d'un côté éco-concevoir, de l'autre consommer de manière raisonnable, trier, effectivement traiter, puis ensuite recycler. Hein, voilà toute la chaîne. Je voudrais qu'on commence par l'éco-conception. C'est le grand défi finalement à relever, c'est de dire à la nature même, à la base de tout, il faut que le producteur pense à la fin de vie du produit, son démantèlement, la facilité de le démanteler. On en est où aujourd'hui en France, sachant que ça fait un petit moment déjà qu'on discute de ces questions d'éco-conception avec les industriels? En ce qui concerne l'éco-conception, je pense que c'est effectivement un axe fort de l'économie circulaire et qui a été clairement mentionné à l'issue de la conférence environnementale qui s'est tenue au mois de septembre hein, et un terme complètement repris dans le discours du président Hollande. Le concept d'éco-conception, hein, ça consiste en quoi? Ça consiste à penser le produit de façon à limiter tous ces impacts environnementaux à toutes les étapes de son cycle de vie. Donc les étapes du cycle de vie, c'est au moment de la production, donc au niveau
du site industriel, au moment de sa phase de distribution avec l'impact transport, au moment de son utilisation, et puis enfin au niveau de sa fin de vie. Alors, et en essayant aussi à chaque fois, l'intérêt aussi de l'éco-conception, c'est d'avoir donc une démarche globale et d'éviter un report d'impact, c'est-à-dire que en limitant un impact production, il faut veiller qu'on ne dégrade pas les autres éléments de la chaîne. Donc, travailler sur l'éco-conception, c'est du coup concevoir un produit qui va être plus économe en ressources, qui va avoir une durée de vie la plus longue possible et qui va être conçu de façon à permettre sa réparation et puis, lorsqu'il est en fin de vie, son démantèlement et son recyclage. Alors justement, Jean-Philippe Carpentier, vous avez développé, mais est-ce que vous, avec les historiques que vous avez chez vos adhérents, vous avez l'impression que les choses ont un petit peu bougé depuis quelques années, ou est-ce qu'il reste beaucoup de travail à faire ? Un peu les deux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a du travail qui a été fait réellement auprès des industriels. Il y a une prise de conscience des industriels, ne serait-ce que par le fait qu'ils vont réinjecter à un moment donné de la matière recyclée. Et ils se disent, tiens, finalement, c'est vrai que c'est pas facile et que si je peux concevoir mon produit pour qu'il se recycle beaucoup plus facilement, moi aussi, ça va me faciliter la tâche en amont. Comme on est dans la boucle, forcément, à un moment donné, le boomerang, il revient toujours. Donc, on a intérêt à bien concevoir, sinon, il revient vite, le boomerang. Et je vais vous citer un exemple. Il y a encore pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans, il y a un célèbre distributeur français qui avait en marque propre un très beau jus d'orange, dans une belle bouteille en PET. Il faisait ça dans les pays de l'Est. Et donc, dans les pays de l'Est, on utilise encore pas mal le PVC. Il a mis un super manchon marketing PVC autour de sa bouteille PET. Sa bouteille n'était pas recyclable. Et donc, cette prise de conscience du distributeur, on dit, bah oui, vous voulez avoir des bouteilles pour incorporer dans du bottle to bottle, mais vous fabriquez des bouteilles qui ne sont pas recyclables. Et donc ces prises de conscience existent. Néanmoins, sans parler de taxes supplémentaires, etc., je pense qu'il y a vraiment à réfléchir sur un point vert différencié entre le produit qui a été éco-conçu, qui est facilement recyclable, et le produit qui, lui, va impacter durablement ou qui va avoir des frais importants de recyclage. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus. Marc Dufaux, la question qui fâche, on parle de fiscalité. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les pouvoirs publics décident à un moment donné d'avoir une TVA, une TGAP un petit peu modulaire en fonction effectivement des efforts qui sont faits par les industriels? Parce que c'est vrai qu'un produit qui va durer plus, qui va être mieux démantelé, qui va vraiment retourner dans la boucle par le recyclage, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à inciter la filière en ayant une fiscalité plus légère pour ceux qui sont les plus vertueux? Alors effectivement, c'est un sujet qui anime pas mal de débats, de discussions, notamment le point TGAP. À la suite de la conférence environnementale de septembre que Lydie évoquait tout à l'heure, il va y avoir une conférence de mise en œuvre avec des attendus, des orientations, là encore opérationnelles, qui va avoir lieu là, le 16 décembre. Inutile de vous dire que parmi les sujets effectivement qui vont être débattus, il y a non seulement le pourcentage effectif des flux de matière qu'on pourrait, alors via des systèmes de taxes, via des systèmes incitatifs, via peut-être d'autres systèmes, pour réorienter des flux qui actuellement partent effectivement en centre d'enfouissement technique et qui pourraient pour partie, en tous les cas, être recirculés, en tous les cas en termes de flux, dans la chaîne de valeur qui a été évoquée. Alors, bon, à ce stade, nous, on est inutile de vous dire qu'on est évidemment assez vigilant sur à la fois le pourcentage qui a été évoqué de ce flux captable, de ce flux captable, et bien entendu sur la fiscalité écologique, il y a une commission fiscalité écologique qui planche sur ces questions parallèlement. À nos yeux, le plus important, le sujet d'ailleurs qui se pose dans le cadre des filières REP actuellement de responsabilité élargie aux producteurs, c'est effectivement de quelle manière on prend en compte, notamment dans l'élaboration des barèmes, ce qu'évoquait M. Carpentier à l'instant, c'est-à-dire qu'il finalement il y a 2 sujets. Il y a la valeur potentielle d'un produit.
C'est bon. Voilà. D'un produit issu de déchets, effectivement, son caractère en termes de recyclabilité, voire de réparabilité, pourquoi pas. Puis il y a un autre sujet, c'est constater dès maintenant la valeur économique d'un déchet. Alors, on dit déchet, on dit produit, on dit matière, on sait bien qu'il y a un autre sujet sur la sortie du statut de déchet qui peut parfois évidemment se justifier. Mais la valeur économique d'un produit, il me semble en tous les cas que ça n'est pas encore suffisamment l'approche dans un certain nombre de filières REP. Et finalement, on peut demander à certains acteurs qui doivent rentrer dans le système, bien sûr, mais on peut se demander en quoi il ne faudrait pas avoir une approche plus modulée, plus nuancée, en fonction de la valeur éventuellement positive de ce déchet. Alors pour en revenir maintenant à la réinjection des matières premières secondaires dans la production française, Jean-Philippe Carpentier, quelle est la position de Fédérec là-dessus? Parce qu'on sait, on ne va pas se cacher à son petit doigt, on sait qu'on vit dans un monde global, qu'une matière première secondaire, elle a de la valeur, beaucoup de valeur, que des pays, on dit plus émergents maintenant parce qu'ils ont complètement émergé, mais des pays comme la Chine par exemple, sur les plastiques, sont très très demandeurs et qu'on peut difficilement obliger un recycleur, et vous faites du recyclage de plastique, alors je sais pas, peut-être que votre expérience en tant qu'acteur opérationnel va nous servir, on ne peut pas se fermer des marchés pour répondre à une volonté de réinjection dans le territoire ou autour du territoire national des pouvoirs publics. On va où est la demande, non? Alors, c'est tout le problème de la chaîne de valeur. Enfin, je veux dire, quand on a une logique économique, je vais prendre mon exemple, je recycle des matières plastiques dans le Nord, j'ai dans le même temps une usine qui s'appelle Cristalline, qui a besoin de cette matière, qui est prête à mettre le prix de marché pour cette matière. On ne va pas l'exporter en Chine, des matières qui peuvent se traiter sur le territoire. C'est une logique réelle. Après, il y a une autre problématique, c'est quelles sont les capacités industrielles françaises aptes à prendre l'ensemble des matières recyclées en France. Aujourd'hui, on a des domaines, le papier par exemple, où on n'a pas les capacités suffisantes en France de prendre l'ensemble de la production de matières recyclées. Dans ce cas-là, il faut bien trouver des exutoires autres, européens ou grand export, qui nous permettent de vendre ces matières. On ne va pas aller remettre ces matières en centre d'enfouissement sous prétexte qu'on n'a pas suffisamment d'usines en France capables de manger cette matière. Donc c'est une régulation naturelle du marché. Aujourd'hui, 80% des matières recyclées produites en France sont traitées en France, sont utilisées en France. On a à peu près 14% qui sont utilisés en Europe et 6% au grand export. Vous voyez, on n'est pas dans la notion tout part au grand export, le fantasme, c'est catastrophique, etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Les verriers utilisent le calcin sans problème. Bon. Donc, et ça correspond à des logiques économiques. Maintenant, si le débat est de dire on veut de la matière pas chère pour pouvoir avoir de la rentabilité sur nos usines, et c'est aux recycleurs de faire en sorte que cette matière arrive à valeur zéro, nous on va se tourner vers les pouvoirs publics en disant mais qu'est-ce qu'on fait en termes de marge, en termes de chaîne de valeur? Qui fait la différence entre la matière que j'achète et la production que je dois vendre à zéro? Donc vous voyez, derrière tout ça, il y a une vraie logique économique. Je pense que on est tous des gens intelligents et on se parle. Il n'y a pas d'exportation massive des matières à l'extérieur. Il y en a, et c'est normal, et ça régule le marché, c'est bien comme ça. Et je veux dire, quand la profession vend à l'export 4 Airbus par an, je pense qu'on peut s'en féliciter parce que ça représente ça, 4 Airbus par an. Donc ça fait de la valeur ajoutée qui revient en France, c'est des produits manufacturés qui vont revenir en France et donc on va refaire aussi de la TVA dessus. Donc il ne faut pas non plus avoir honte de cet export. Il y a des moments où on est très content d'exporter et quand on exporte de la matière, on dit « Oula, c'est pas bien ». Si, c'est bien. Il ne faut pas faire que ça. Vous parliez effectivement de ces 80% de matières recyclées qui sont réutilisées en France. Bon, le verre, mais ça, le verre, il y a un besoin et le verre est recyclable à l'infini. Quels sont les domaines, les matériaux sur lesquels ça pose problème? Alors, vous parliez du papier, carton. Alors, le papier, le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de capacité chez les papetiers aujourd'hui pour manger l'ensemble du gisement, mais ce n'est pas un problème technique. Après, on va avoir des problèmes sur des plastiques, on va dire, difficiles. Je pense notamment aux plastiques issus des D3E,
où on peut avoir des plastiques bromés, et c'est vrai que là, l'innovation, la R&D doit se mettre en place pour identifier plus facilement ces plastiques et trouver des solutions pour les traiter. Et il y a eu une tendance réelle à avoir du grand export sur ce type de matériaux. Et ensuite, on a de l'export classique sur des produits très techniques, par exemple des films très techniques qui partent plutôt vers la Chine, parce que quoi qu'on le veuille ou non, la production de produits manufacturés se situe plutôt sur la Chine, l'Inde, sur ces pays-là. Et donc, ils ont besoin de films pour des emballages, tout bêtement. Et donc, on a une demande de plastique technique, mais c'est pas là, on n'est pas sur de la matière de seconde gamme, on est sur au contraire de la crème de la crème. Et il y a une grosse recherche de ce produit-là sur ce grand export. Lydie Houget, alors on est dans le cœur du sujet de l'économie circulaire et puis vient comme ça s'inviter une autre notion, c'est l'économie de la fonctionnalité, pour que tout le monde comprenne. Hein. Alors c'est pas la même chose. L'économie de la fonctionnalité et l'économie circulaire n'est pas, c'est pas la même chose. L'économie de la fonctionnalité fait partie de l'économie circulaire. Mais pour bien comprendre, qu'est-ce que l'économie de la fonctionnalité ? C'est l'exemple du livre, on va dire. Mais encore. Alors, l'économie de la fonctionnalité, hein, l'idée derrière, c'est effectivement la vente d'un usage. Oui, c'est le bon point, par exemple, voilà. Plutôt que d'un produit. Alors, cette notion, aujourd'hui, elle trouve principalement effectivement des applications dans le domaine des relations B2B. Hein, aujourd'hui, une entreprise, elle n'achète pas des rouleaux de serviettes d'essuie-main, elle achète une prestation d'essuyage dans ses locaux sanitaires. Quand elle a besoin de faire des photocopies, ce qu'elle achète, c'est pas un photocopieur, mais un nombre. Ce qu'on appelle des utilités. Voilà. Donc c'est ça, hein, la notion de vente d'usage. Et donc l'idée, là, c'est de voir dans le domaine de la consommation grand public, est-ce qu'il n'y a pas aussi sur certaines catégories de produits des marchés qui pourraient se développer de la même façon. Hein, je dirais dans les choses qu'on commence à voir émerger, il y a tout ce qui est attrait à la mobilité, avec le principe autopartage, vélo libre, mais on peut aussi se poser la question d'un développement potentiel sur d'autres catégories de produits pour répondre à certains besoins de la vie quotidienne, comme par exemple la machine à laver. Pourquoi continuer à acheter une machine à laver et pas plutôt s'acheter un nombre de cycles de lavage? Donc c'est un exemple pour dire qu'il y a il y a aujourd'hui des champs possibles, y compris dans la consommation des ménages, et qui sont potentiellement des sujets qui peuvent conduire à faire émerger une offre locale avec des emplois ancrés dans les territoires, qui peuvent contribuer aussi à allonger la durée de vie des produits, parce que à partir du moment où l'entreprise, ce qu'elle vend, c'est le service, elle, ce qui l'intéresse, c'est que le matériel, il dure le plus longtemps possible pour l'usage pour lequel il a vendu un bien, un service au client. Marc Dufaux, dans ce que vient de dire Lydie Houget, alors je vais être volontairement provocateur, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur l'économie de la fonctionnalité. Est-ce qu'elle n'est pas née aussi de la crise et du besoin de ne plus acheter et plutôt de se faire prêter? Je prends l'exemple de Boulanger que vous connaissez, puisque vous êtes à l'Équin. Donc Boulanger, c'est pas très loin, qui a monté une filiale qui s'appelle Lokeo et qui propose, Boulanger vend de l'électroménager et de l'électronique, et qui propose de louer plutôt que d'acheter. Vous voulez un réfrigérateur haut de gamme, vous le louez plutôt que vous l'achetez, puis après vous le rendez, il est reconditionné, il repart. Est-ce que tout ça, c'est pas un petit peu léger pour derrière pousser les feux de l'industrie et pour cette nouvelle France industrielle? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus à faire, et notamment en termes de soutien des pouvoirs publics aux entreprises? Alors, déjà vous dire que je partage effectivement les idées qui ont été exprimées sur le fait que ce concept d'économie circulaire finalement regroupe un certain nombre de voies potentielles de développement d'activités. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la compétitivité des entreprises françaises,
que l'on parle d'ailleurs à une échelle nationale ou à une échelle internationale. Pourquoi je dis cela? Parce que M. Carpentier a effectivement rappelé un peu la position de l'appréciation de FEDEREC sur les logiques d'export, des logiques économiques d'export, qui peuvent apparaître paradoxales avec des notions de proximité géographique, de réutilisation de flux. Il y a certainement, effectivement, je vois d'ailleurs que FEDEREC a, à mes yeux, en tous les cas, sensiblement évolué et qu'effectivement, après, en distinguant les différents flux à considérer et en fonction d'un tissu économique déjà présent, mais c'est ça l'enjeu, au niveau local, il peut y avoir effectivement des circuits un petit peu plus ramassés. L'enjeu, c'est effectivement, M. Carpentier l'a rappelé, c'est le nombre et la capacité à absorber, si on parle de matières premières de recyclage, les produits qui sont effectivement traités à partir de déchets. Donc là, il y a un enjeu effectivement assez fort qui nous est d'ailleurs posé. Et je peux vous dire que je le vois, c'est un peu du quotidien, c'est savoir comment effectivement on peut stabiliser le nombre d'entreprises sur le territoire, qui non seulement les recycleurs, mais aussi les utilisateurs. Donc c'est effectivement la sidérurgie, c'est tous ces grands thèmes-là. Par rapport à votre question, bien entendu, on est assez persuadé. On a nous-mêmes en propre, j'allais dire, des dispositifs d'appui à la recherche et développement, ou même à des phases un petit peu plus aval. On est assez actif et assez promoteur pour défendre les moyens d'action publique pour aider et finalement supporter des programmes collaboratifs de recherche et développement. Alors il y a le programme effectivement qui s'intitule pour le coup Programme Économie Circulaire, qui est opéré par l'ADEME et au titre des investissements d'avenir. Bien entendu, est-ce que cela est insuffisant? Je ne répondrai pas à cette question, je ne prendrai pas le risque, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est qu'il faut effectivement continuer dans cette voie-là. Donc c'est le rôle de l'action publique, mais bien entendu, ce qu'on attend, nous, c'est qu'effectivement, il y a un effet de levier à tout cela. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un certain nombre d'acteurs qui doivent rentrer dans les dispositifs d'action publique. On a ici de représenter la Banque publique d'investissement, qui a quand même un volet de transition énergétique et écologique. On sait que sur certaines filières, le sujet est peut-être moins technique, mais il peut être effectivement, par rapport à ce que je viens d'exprimer sur l'utilisation de matières premières de recyclage et les difficultés d'absorption sur certaines filières, qu'effectivement, il y a des risques d'impayés pour les recycleurs. Donc est-ce qu'il y a redynamisé des outils qui préexistaient ou pas? Vous voyez, il y a le champ de la R&D, il y a ce champ-là, il y a le champ de la commande publique, donner confiance à la commande publique. Je voudrais juste, et je vous redonne la parole juste après Didier Augier, Jean-Philippe Carpentier, est-ce que la profession du recyclage, on sait qu'elle a beaucoup évolué ces 10 dernières années, pour faire simple, est-ce qu'elle est suffisamment modernisée? Est-ce que la relève des jeunes qui reprennent, allez, on va encore une fois les matchs d'Épinal de Max et des Ferrailleurs. Bon, c'est vrai que c'est un métier ancien, on ne va pas raconter l'histoire, mais est-ce que la nouvelle génération est vraiment dans ce scope-là? C'est-à-dire, vous le disiez tout à l'heure, et vous m'avez repris, vous avez raison, on n'est pas au centre, on est au bout, et enfin on fait partie de la chaîne, pas au bout non plus, on peut être de la chaîne. Est-ce que cette nouvelle génération de recycleurs vraiment raisonne économie circulaire? Alors, à contrario, peut-être des anciens qui avaient, qui avaient des façons de faire qui relevaient de pratiques anciennes. Voilà. Est-ce qu'on a une nouvelle génération? Je vais vous citer 2 chiffres. Chaque année, la profession investit 740 millions d'euros en nouveaux investissements. Chaque année. Deuxième chiffre, dans nos structures, en moyenne, 40% de nos salariés sont des cadres ou agents de maîtrise. On a réellement une population qui aujourd'hui progresse en qualité, progresse en expérience, progresse en qualification. Et on en a besoin parce qu'on conduit de plus en plus de chaînes industrielles. On est passé de Max et les Ferrailleurs à des chaînes industrielles avec du tri-optique, des balistiqueurs, des cribles à disques, etc., du lavage, du séchage. Donc on a plus besoin aujourd'hui d'ouvriers de maintenance en hydraulique, en tri-optique, etc., que de gens qui vont trier au sol de la ferraille. Donc on a vraiment une vraie évolution de la profession. Ce que je voudrais dire, c'est que pour continuer à investir, et on peut investir plus, moi je le sens dans mes adhérents, enfin ça fait 3 jours que je suis là, je les écoute,
On a envie d'investir. Mais pour investir, on a besoin de 3 choses. On a besoin de simplifier les choses, les règles. On a besoin d'avoir une vraie vision, une stabilité fiscale. Et on a besoin de sous. Et aujourd'hui, les banques ne jouent pas le jeu. Donc je sais que la BPI est là pour nous aider. Elle le fait. On a Oseo qui est là aussi voilà. Mais si ces 3 critères sont réunis, je peux vous garantir que les investissements vont repartir. Mais on a vraiment besoin de cette ligne pour pouvoir redonner confiance et aller vers l'avant. Encore un dernier exemple. Dans le plastique que je travaille, on n'arrive pas à fournir suffisamment de matières plastiques à l'industrie des minéraliers qui mettent en bouteille l'eau. Ils en veulent plus. On n'a pas assez de matière. Donc je suis prêt à investir une 3e ligne, une 4e ligne. Il me faut de la matière et il me faut des sous. Voilà. Mais on peut le faire. Il y a le marché. Enfin, le potentiel est là. On n'est pas allé au bout du recyclage. Oui, notamment dans la phase tri aussi et collecte. Les citoyens ont aussi les ménages ont aussi un rôle à jouer parce qu'effectivement, on a encore des progrès à faire pour collecter notamment les plastiques. Donc là aussi, on n'en a pas parlé parce qu'effectivement, c'est un autre critère. Lydie Ougier, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais réagir, enfin compléter par rapport à votre interpellation tout à l'heure en disant finalement l'économie de la fonctionnalité, on voit des choses qui semblent émerger par le fait de la crise économique. Ben oui, peut-être, oui, effectivement, il y a la crise économique, il y a la crise écologique et c'est bien ça qui aujourd'hui fait qu'on a sans doute une opportunité de repenser de nouveaux modèles de développement. Et dans ces nouveaux modèles, il y a effectivement tout ce qui touche à l'éco-conception et à une prise de conscience du consommateur que s'il consomme, c'est pour répondre à des besoins, à ses besoins. Et derrière, au-delà de la notion de prix, il y a aussi effectivement la notion de praticité de l'offre qu'on lui propose, la notion aussi de plaisir pour le consommateur, parce que ça, il ne faut pas le perdre de vue. Il faut répondre à un usage, mais il y a aussi la notion de plaisir pour le consommateur. Donc, aujourd'hui, il y a un champ, me semble-t-il, de possibles qui s'ouvre dans un contexte de crise. Alors c'est certainement très malheureux, mais voilà, pour moi c'est quand même une opportunité pour repenser de nouveaux modes de consommation et de nouveaux modes de production. Et là je rejoins l'intervention de M. Carpentier, c'est vrai que qui dit nouveaux modes de production dit des besoins pour les entreprises de soutien financier, de soutien aussi à la recherche-développement. Alors ça, au côté ADEME, c'est ce qu'on connaît bien, puisque c'est un peu notre travail quotidien, oui, c'est notre ADN, que d'aider des programmes de recherche-développement pour lever les verrous technologiques, les verrous organisationnels, parce qu'il n'y a pas que du verrou technologique, il y a de l'organisation. Et mettre à disposition des entreprises toutes les ressources qui vont leur permettre d'aller dans ces démarches d'éco-conception. Marc Dufaux. Oui, juste en addition, je pense qu'effectivement, il ne faut pas voir le concept d'économie circulaire sur la base d'un seul item, on l'a dit tout à l'heure, et surtout par le petit bout de la lorgnette. Monsieur Carpentier rappelait effectivement les attentes sur trois volets, et en plus je rajouterais qu'il faut qu'elles soient intégrées. Autrement dit, il faut que sur le sujet des garanties, éventuellement des risques pris en matière d'investissement, il y a un certain nombre d'attendus. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un certain nombre d'attendus exprimés au niveau de la BPI, qui jouera son rôle, mais effectivement, il y a les autres acteurs du monde de la garantie, des banques et de l'assurance. Donc il y a un volet effectivement à voir si on veut véritablement dynamiser cette filière. Et un deuxième point que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a le sujet, on a tourné un peu autour, le sujet export, et avec des évolutions en termes de sensibilité et d'approche, je le rappelle. Mais là, on parle bien d'export tout à fait légal, basé sur des logiques économiques. Il y a un sujet en soi sur lequel nous, on est assez moteur, même si on n'est pas le principal opérateur, qui est effectivement le ministère de l'écologie et ses services déconcentrés au niveau territorial, EDREAL, sur effectivement lutter contre à la fois les sites qui sont complètement à la marge de la loi, et puis les flux aussi. Donc les flux en interne et les flux en transnational.
Et on sait, donc, indépendamment du chiffre qu'a évoqué M. Carpentier tout à l'heure, qu'il y a un certain nombre de conteneurs, effectivement, qui s'en vont dans des zones portuaires en toute illégalité. Et ça, c'est les gens de Fédérex, c'est les gens c'est les éco-organismes, c'est un certain nombre d'acteurs qui sont pour le coup d'accord. Et dans le COSEI déchets et dans le contrat de filière que j'évoquais tout à l'heure, il y a effectivement ces actions. Et pour le coup, là, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire rester sur le territoire un certain nombre de déchets, de produits qui partent en toute illégalité, sur lesquels, manifestement, il peut y avoir des besoins et il y a des modes de traitement adaptés pour ce type de flux. Donc là, on est effectivement attentif. On est actuellement en train de travailler notamment avec les services des douanes. Et croyez-moi, c'est pas facile. Hein. Il faut faire correspondre les nomenclatures douanières et les nomenclatures du Code de l'environnement. Enfin, il y a des vrais sujets, mais il y a vraiment un objectif tangible, pour le coup, et partagé par tous, aussi bien les privés que la sphère publique. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'économie circulaire. Je pense qu'on a fait le tour de la question et c'est bien d'avoir effectivement terminé par aussi les flux qui disparaissent et qu'on doit contrôler, remettre un petit peu d'ordre. Et je sais que Fédérec agit aussi dans ce sens-là. Donc on a, en tout cas c'est l'impression que j'en retire, le sentiment que vous êtes tous vous regardez tous dans la même direction et on espère effectivement que les matières premières secondaires seront, même si c'est déjà le cas, parfaitement trouver leur place dans la production française et que ça permettra d'industrialiser, de créer de l'emploi et de régler les gros problèmes d'emploi que nous avons dans ce pays. Alors c'est pas la seule façon de trouver de l'emploi parce que sinon vous aurez trop de boulot. Mais en tout cas merci d'être venu sur ce plateau. On va faire une petite pause et on se retrouve dans une quinzaine de minutes. Merci.